Un père célibataire entre dans un café, s'attendant à un rendez-vous galant embarrassant, mais il trouve à la place une femme en fauteuil roulant, les larmes coulant sur son visage. Elle le supplie de partir avant qu'il ne puisse la rejeter. On lui a menti. On lui a menti. Tous deux ont été piégés par un ami bien intentionné qui pensait savoir ce dont ils avaient besoin. Mais lorsqu'elle s'effondre et lui explique exactement pourquoi elle ne peut plus supporter une autre personne qui fait semblant de se soucier d'elle, sa réponse change tout. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le Meadowlark Café, dans le quartier Pearl de Portland, disposait de larges allées et de sièges accessibles. Torn Gray ne le savait pas lorsqu'il est arrivé avec 15 minutes d'avance cet après-midi d'octobre. Il savait juste que ses mains transpiraient malgré l'air frais de l'automne et qu'il avait regardé sa montre au moins 20 fois au cours des 5 dernières minutes. Il a commandé un café noir, quelque chose de simple, de sûr, et s'est installé à une table dans un coin. Son meilleur ami, Stellan Ryland, avait insisté pour dire que cela en valait la peine. Juste un café, 1 heure. Fais-moi confiance, mec. Torren avait accepté parce que dire non à Stellan revenait à se battre contre un ouragan épuisant et finalement inutile. Lorsque la porte s'ouvrit et que Vader Brooks entra dans son fauteuil roulant, Torren remarqua d'abord les appareils auditifs visibles derrière ses cheveux. Puis il vit son visage, ses yeux bruns chaleureux scrutant le café avec une prudence visible. Ses yeux se posèrent sur lui, clairement valides, clairement entendant, et quelque chose en elle se brisa. Torren se leva instinctivement et lui fit un petit signe de la main. Vad ne bougea pas vers lui. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte. Même de l'autre côté de la pièce, Torren pouvait voir sa poitrine se soulever et s'abaisser rapidement. Il pouvait voir la dévastation se répandre sur son visage comme de l'encre et de l'eau. Il s'approcha lentement, ses mains déjà en train de faire des signes pendant qu'il parlait. « Vad, je suis Torren. » Ses yeux s'écarquillèrent à la vue du langage des signes, mais au lieu d'un soulagement, une nouvelle douleur traversa son visage. Elle leva les mains, tremblant violemment tandis qu'elle répondait par signes. Ses mouvements étaient brusques, rageurs, désespérés. « Stellan vous l'a dit? Il vous a parlé de moi avant votre arrivée? » Torren répondit honnêtement par signe. Il a dit qu'il connaissait quelqu'un de spécial. C'est tout. Le rire de Vad était amer et brisé. Elle signait rapidement, les larmes déjà aux yeux. Bien sûr qu'il a fait ça. Il m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un exactement comme moi. Quelqu'un qui comprendrait, quelqu'un qui... Ses mains s'arrêtèrent en plein mouvement. Quelqu'un qui ne me trouverait pas pathétique. Commença Torren, mais elle l'interrompit. Tu peux partir. Ses signes tremblaient tellement qu'il avait du mal à les suivre. Les larmes coulaient librement sur son visage. Les gens commençaient à les regarder. Les conversations s'étaient calmées, les têtes se tournaient, mais Torren ne pouvait se concentrer que sur l'humiliation brute dans les yeux de Vader, le genre de douleur qui venait d'avoir été blessé trop souvent auparavant. S'il te plaît, ses signes devinrent plus désespérés, plus frénétiques. S'il te plaît, pars. Épargne-nous cette humiliation. J'ai déjà vécu ça. La politesse gênante, la conversation forcée et le soulagement sur leur visage quand c'est enfin terminé. Je ne peux pas revivre ça. Elle se couvrit le visage de ses mains, puis ses épaules se mirent à trembler sous l'effet des sanglots. Elle ne pouvait plus s'entendre parler. Lorsqu'elle reprit ses signes, ses mouvements étaient saccadés par l'émotion. Je pensais rencontrer quelqu'un qui me comprendrait vraiment, quelqu'un comme moi, mais ce n'est qu'un autre piège. Une autre personne qui va faire semblant de s'intéresser à moi pendant 1 heure, puis s'en aller. Je suis tellement stupide. Je suis tellement stupide d'avoir cru Stellan quand il a dit que Torren avait fait quelque chose qui l'avait surpris lui-même. Il tira la chaise en face d'elle et s'assit. Il resta dans son champ de vision. Puis il commença à signer. Ses mouvements étaient délibérés et clairs. Tu as raison. Stellan ne m'a pas tout dit. Il aurait dû être honnête avec nous deux. Il fit une pause, s'assurant qu'elle le regardait. Mais je ne suis pas ici par pitié et je ne partirai pas. Vader leva les yeux, le visage baigné de larmes, la confusion se mêlant à sa douleur. Pourquoi, signa-t-elle, pourquoi resterais-tu? Tu pourrais franchir cette porte dès maintenant et oublier tout ce qui s'est passé.
Parce que je sais ce que c'est que d'être piégé par des amis bien intentionnés qui pensent savoir ce dont tu as besoin. Je sais que ce que c'est que de se sentir manipulé plutôt que respecté. Et je sais que ce que c'est que d'être tellement fatigué de la pitié des gens que tu préfères être seul plutôt que d'affronter un autre sourire compatissant. Il se pencha légèrement en avant. Le bruit du café s'estompa pour ne devenir qu'un fond sonore. Ils n'étaient plus que tous les deux, engagés dans une conversation silencieuse qui semblait pourtant plus forte que les mots. Ma femme est décédée il y a 3 ans. Les signes de Torren étaient instables malgré le vieux chagrin qui les sous-tendait. Et pendant 3 ans, tout le monde a essayé de m'aider à aller de l'avant. Rencontres arrangées, coups montés, regards inquiets lors des réunions parents-professeurs. Tout le monde me traitait comme si j'étais brisé et avait besoin d'être réparé. Les mains de Vader s'étaient immobilisées. Son attention était désormais entièrement tournée vers lui. Je comprends. Je comprends que tu te sentes trahi. Je comprends que tu sois en colère. Et si tu veux que je parte, je partirai, sans poser de questions. Mais si tu es prête à recommencer, non pas comme le projet de rencontre amoureuse de Stellin, mais comme deux personnes qui ont été prises au dépourvu et qui pourraient tout aussi bien en profiter pour prendre un café, alors j'aimerais rester. Pendant un long moment, Vad se contenta de le fixer du regard. Sa respiration était encore irrégulière. Son visage était encore humide, mais quelque chose dans son expression changea, comme des nuages qui s'écartent juste assez pour laisser passer un rayon de soleil. Tu connais vraiment la langue des signes, signa-t-elle lentement. Tu la connais vraiment. Tu ne sais pas seulement épeler bonjour et merci avec tes doigts. Ma mère est sourde. Je signe depuis avant de savoir marcher. C'est ma première langue. Le changement sur le visage de Vader était subtil, mais indéniable. Ce n'était pas tout à fait de la confiance, mais peut-être la possibilité d'y parvenir. Elle s'essuya le visage avec le dos de la main, essayant de se ressaisir. Je suis désolé, signa-t-elle plus doucement, moins frénétiquement. Quand je t'ai vu, quand j'ai réalisé que Sterling avait menti et que tu n'étais pas handicapé du tout, j'ai pensé que j'allais te jeter un coup d'œil et m'enfuir, signa-t-elle doucement. Elle acquiesça. Je comprends, les gens peuvent être cruels, mais pour ce que ça vaut, quand je t'ai vu, j'ai pensé que Stellan avait considérablement sous-estimé ta beauté. Et puis j'ai pensé, super, elle va me prendre pour une idiote incapable d'aligner deux phrases. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Vad. Tu étais nerveuse, terrifiée, signa Turan. Je n'ai pas eu de rendez-vous galant depuis 3 ans. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Ma fille a dû m'aider à choisir cette chemise. Le sourire de Vita s'élargit légèrement. Quel âge a ta fille? C'est cette question, simple, curieuse, humaine, qui brisa la glace qui restait d'entre elles. Turan sortit son téléphone et lui montra une photo. Une fillette de 7 ans aux boucles sauvages et au sourire édenté tenant un volcan en papier mâché. Elle s'appelle Amalia. Elle apprend la langue des signes américaine avec ma mère, mais elle est encore assez rouillée. Donc, tu as parlé de ce rendez-vous à ta fille de 7 ans. Elle est tout mon univers. Je lui dis tout. Enfin, tout ce qui est adapté à son âge. Vita a longuement regardé la photo. Quand elle a relevé les yeux, ses yeux étaient encore rougis, mais plus calmes. Stellin m'a dit que vous étiez veuf, que vous compreniez ce qu'était la perte. C'est pour ça que j'ai accepté de vous rencontrer. Elle a signé avec soin et précision. Je pensais que vous comprendriez peut-être ce que c'est que de voir toute sa vie basculer en un instant. Racontez-moi, signa-t-elle, et c'est ce qu'elle fit. Il y a 5 ans, Vita avait 26 ans, elle était fiancée et travaillait comme graphiste junior dans une start-up technologique. Elle adorait la randonnée, en particulier dans les gorges du Columbia, où les cascades dévalaient les forêts anciennes et où les sentiers serpentaient à travers des paysages qui semblaient préhistoriques. Cela devait être une journée parfaite. Elle et son fiancé Andrew s'attaquaient au sentier Eagle Creek. Le temps était idéal, le ciel dégagé, les températures douces. Ils avaient déjà parcouru ce sentier une douzaine de fois. La section près des chutes Turnal est signée Vita, ses mouvements devenant plus hésitants. Il y a une partie où le sentier est creusé à même la falaise. La vue est magnifique. Je me suis arrêté pour prendre une photo. Andrew était devant moi. J'ai reculé pour avoir un meilleur angle. Et elle n'a pas eu besoin de pêcher. Turan pouvait le voir sur son visage. 12 mètres. Elle a signé. C'est la hauteur de ma chute.
lésion de la moelle épinière, traumatisme crânien, fracture du crâne. Ils ont dit à Andrew que je ne survivrais peut-être pas à la première opération. Quand j'ai survécu, ils ont dit que je ne me réveillerais probablement jamais. Quand je me suis réveillé, ils ont dit que la paralysie serait peut-être permanente. Ses mains bougeaient plus vite maintenant, comme si elle avait besoin de tout sortir avant de perdre courage. Mon audition a commencé à baisser au bout de 3 semaines de rééducation. Une perte auditive progressive due au traumatisme crânien. En 6 mois, je suis passé d'une audition normale à une surdité profonde. J'ai dû apprendre la langue des signes tout en réapprenant à vivre dans un corps qui ne fonctionnait plus comme avant. Et Andrew, demanda doucement Torren. Le sourire de Vita était triste. Il est resté pendant les 3 premiers mois. Il venait de me voir tous les jours, me tenait la main, disait tout ce qu'il fallait dire. Puis un jour, il s'est assis à côté de mon lit d'hôpital et m'a dit qu'il m'aimait, mais qu'il ne pouvait pas supporter les changements. Qu'il avait choisi une autre vie, une autre partenaire. Elle regarda Torren droit dans les yeux. Il m'a laissé dans un centre de rééducation, à peine capable de m'habiller toute seule, apprenant à être sourde, apprenant à utiliser un fauteuil roulant. Il a dit qu'il tiendrait toujours à moi, mais qu'il ne pouvait pas être ce dont j'avais besoin. C'était pour ça que Stellin a organisé tout ça, a signé Torren lentement. Il essaie de compenser le comportement de son cousin. Les yeux de Vita se sont écarquillés. Comment as-tu... Tu as dit que Stellin t'avait parlé de ma compréhension de la perte et tu as mentionné Andrew. Il n'était pas difficile de faire le lien. Torren fit une pause. Stellin est mon meilleur ami depuis l'université. Il n'a mentionné son cousin Andrew qu'une seule fois. Il a dit qu'Andrew avait commis la plus grande erreur de sa vie et que Stellin essayait depuis de réparer cela. En nous mentant à tous les deux, signa Vita avec une pointe d'amertume. Super plan. Oui, je vais passer un savon à Stellin plus tard, puis je serai plus indulgent. Mais malgré cette exécution désastreuse, il avait peut-être raison au sujet de notre compréhension mutuelle de nos mondes respectifs. Vad l'observa longuement. Tu as dit que tu étais kinésithérapeute, fit remarquer Torren. Au centre de rééducation de Cedar Hills, je travaille avec des patients qui se remettent de blessures et apprennent à s'adapter à leur nouvelle réalité physique. Il fit une pause. En fait, tu as peut-être été soigné là-bas. C'est le principal établissement de Portland pour les lésions de la moelle épinière. Les mains de Vad s'immobilisèrent au milieu d'un signe. Le centre de rééducation de Cedar Hills, c'est celui-là. C'est là que j'ai fait ma rééducation. Elle signa lentement, délibérément. Il y a 5 ans, ce fut un des pires mois de ma vie. Une pause. Et les meilleurs d'une manière étrange. J'ai appris qui j'étais vraiment sous tout ce que j'avais perdu. Quelque chose passa alors entre eux, une compréhension plus profonde que les mots ou les signes. Ils avaient tous deux été façonnés par ce bâtiment, par ses barres parallèles, ses salles de thérapie et ces longs couloirs où les gens réapprenaient à marcher, apprenaient qu'ils ne marcheraient plus jamais, ou apprenaient que marcher n'était finalement pas ce qui les définissait. Ils commandèrent un deuxième café. Puis un troisième, Torren lui a parlé de Maria, de la façon dont sa femme avait lutté contre un cancer du col de l'utérus pendant 18 mois avant que la maladie ne l'emporte, des frais médicaux qui avaient épuisé leurs économies, d'Amalia, qui avait 4 ans lorsque sa mère est décédée et qui a passé des mois à demander quand maman allait rentrer à la maison. Je me réveille à 5h30 tous les matins, a-t-il signé. Et à ce moment-là, la fatigue était visible sur son visage. Préparer le déjeuner d'Amalia. Préparer ses vêtements pour l'école. Préparer le petit déjeuner. Je suis au travail à 7h pour ma première équipe. Ma mère va chercher Amalia à l'école. Elle est sourde depuis sa naissance, donc Amalia grandit dans un environnement bilingue, comme moi. Le soir, c'est les devoirs, le dîner, l'heure du bain, les histoires avant de se coucher, que je signe et raconte en même temps. Je m'écroule dans mon lit vers minuit et je recommence le lendemain. Ça a l'air épuisant, signe Veta. Ça l'est. Torren sourit, fatigué mais sincère. Mais c'est aussi tout ce qui compte. Amalia est la raison pour laquelle je me lève chaque matin. La raison pour laquelle je continue même quand je suis si fatigué que je vois à peine clair. C'est ce dont parlait Stellin. Veta signe pensivement. Quand il disait que tu devais recommencer à vivre au lieu de simplement survivre. Probablement. Ça fait des mois qu'il me harcèle à ce sujet. Tous les vendredis, il vient au parc pendant qu'Amalia joue et me fait la leçon en me disant que Maria voudrait que je sois heureux. Torren fit une pause. Il n'a pas tort, c'est vrai.
Vers la fin, elle m'a fait promettre que je ne m'enfermerai pas pour toujours. Mais les promesses faites à des personnes mourantes sont compliquées. Vader fit le signe. Oui, c'est vrai. Ils discutèrent jusqu'à ce que le personnel du café commence à leur lancer des regards insistants pour leur signaler l'heure de fermeture. 3 heures et demie s'étaient écoulées sans qu'ils s'en rendent compte. Alors que Torrance s'apprêtait à partir, il devait aller chercher Amalia chez sa mère. Vada lui attrapa la main. Elle leva les yeux vers lui, vers lui le regard sérieux. Merci, signa-t-elle de sa main libre, d'être resté, d'avoir vu au-delà du fauteuil roulant et des appareils auditifs pour voir la personne qui s'effondrait dans un café. Merci de m'avoir donné une chance après le pire rendez-vous arrangé au monde, signa Torrin en retour. Et pour information, la personne que j'ai vue n'était pas quelqu'un en pleine crise. C'était quelqu'un qui avait déjà été blessé et qui avait eu le courage de se montrer malgré tout. Cela demande un vrai courage. Le genre de courage qui n'a rien à voir avec ce que votre corps peut ou ne peut pas faire. Viteri, le son était irrégulier et non modulé. NISM, mais tout à fait sincère. Torrance se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis 3 ans. Tu veux qu'on recommence, signa-t-il. Un vrai rendez-vous, Sketevia, sans aucune implication de Stelline. J'aimerais bien, signa Vada, un sourire illuminant ses yeux. Mais je te préviens, la prochaine fois, je vais passer mon temps à me plaindre de Stelline. Marché conclu. J'apporterai une liste de toutes les raisons pour lesquelles il est horrible. Ils échangèrent leurs numéros et firent des plans pour le mercredi suivant. Torrin quitta le café avec le sentiment que quelque chose de fondamental avait changé dans son monde, comme s'il était entré en s'attendant à une corvée et était ressorti avec de nouvelles possibilités. Le mercredi suivant, ils se retrouvèrent dans une galerie d'art entièrement accessible au centre-ville. Vada lui fit visiter ses œuvres préférées, lui expliquant la composition et la théorie des couleurs avec une telle passion que Torrin se surprit à voir l'art d'une manière complètement nouvelle. Ils dînèrent dans un restaurant que Vadetta avait préalablement approuvé. De larges allées, des toilettes accessibles, un personnel qui ne traitait pas son fauteuil roulant comme une curiosité fascinante. Leur troisième rendez-vous fut un cours de cuisine dans l'appartement de Torrin. Vada avait avoué qu'elle ne cuisinait plus beaucoup. Sa cuisine à la maison n'était pas entièrement accessible et elle avait pris l'habitude de manger des plats préparés. Torrin passa l'après-midi à réorganiser sa cuisine, à descendre les ingrédients, à s'assurer que tout était à portée de main. Ils ont préparé des pâtes à partir de zéro, de la farine, saupoudrant toutes les surfaces, riant lorsque la pâte collait à tout sauf là où elle était censée coller. Je ne me suis pas autant amusé depuis des années, a signé Vada, les mains couvertes de farine. Même si les pâtes ressemblent à de l'art moderne, a répondu Torrin, surtout parce que les pâtes ressemblent à de l'art moderne. Lors de leur 5e rendez-vous, Torrin a présenté Vada à Amalia. Il était nerveux à cette idée, terrifié même. Amalia était tout son univers. Si elle n'aimait pas Vada, si cela devenait gênant ou embarrassant, mais Stelline lui avait fait remarquer qu'il ne pouvait pas séparer indéfiniment sa vie amoureuse et sa vie de père. Si cela mène quelque part, et d'après la façon dont tu parles d'elle, c'est le cas, alors Amalia doit la rencontrer tôt ou tard. Et mieux vaut que ce soit le plus tôt possible. Torrin a donc invité Vada au Portland Children's Museum un samedi après-midi. Amalia a d'abord remarqué le fauteuil roulant. Sa grand-mère sourde lui avait appris dès son plus jeune âge que la différence n'avait rien d'effrayant, mais elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui utilisait un fauteuil roulant auparavant. « Bonjour », a dit Amalia timidement, puis elle a essayé de le signer. Ses mains n'étaient pas dans la bonne position, mais elle faisait des efforts. Le visage de Vada s'est illuminé. Elle lui répondit lentement et clairement, corrigeant doucement la position des mains d'Amalia. « Bonjour, je suis ravi de te rencontrer. Tu connais la langue des signes comme ma grand-mère. » Les yeux d'Amalia s'écarquillèrent de joie. « Oui, je la connais. Tu veux t'entraîner avec moi? Il n'en fallut pas plus. » Amalia passa les 3 heures suivantes à bombarder Veta de questions sur son fauteuil roulant. Est-ce qu'il va vite? Est-ce que tu peux faire des wheelies? Sur ces appareils auditifs, est-ce qu'ils font mal? Est-ce qu'on peut écouter de la musique avec? À propos de son travail, tu fais des images sur ordinateur? C'est trop cool. Va répondre à chaque question avec patience et honnêteté, sans jamais prendre Amalia de haut, sans jamais donner l'impression que ses questions étaient indiscrètes.
À la fin de l'après-midi, Amalia avait déclaré que Veta était la personne la plus cool qui soit et avait fait promettre à Vad de lui apprendre d'autres signes. Sur le parking, après qu'Amalia eut couru vers la voiture, Vad attrapa le bras de Torin. Elle est merveilleuse, signa-t-elle. Curieuse, gentille et tellement intelligente. Elle t'aime bien, signa Torin. Elle t'aime vraiment bien. Elle ne s'ouvre plus facilement aux gens. Passe depuis la mort de Murier. Merci de me la confier. Torin serra Vad dans ses bras. Leur premier véritable contact physique au-delà d'une simple poignée de main. Elle s'adaptait parfaitement à lui, sa chaise étant à la hauteur idéale pour qu'elle puisse poser sa tête contre sa poitrine. Il pouvait sentir son cœur battre fort et rapidement. Merci d'être quelqu'un à qui je peux la confier, signa-t-il lorsqu'ils se séparèrent. Les semaines se transformèrent en mois. L'automne laissa place à l'hiver, et leur relation s'approfondit pour devenir quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé lorsqu'ils s'étaient rencontrés dans ce café. Torin emmena Vad chez lui pour présenter sa mère à une froide soirée de décembre. Sa mère, Eleanor, avait été prudemment optimiste lorsque Torin lui avait annoncé pour la première fois qu'il voyait quelqu'un. Lorsqu'il lui avait expliqué que Vad était sourde, Eleanor avait versé des larmes de joie et signé « Enfin, enfin quelqu'un qui comprend notre monde ». La rencontre s'était mieux passée que Torin aurait pu l'espérer. Eleanor et Vada avaient immédiatement sympathisé, signant rapidement à propos de tout, de l'accessibilité déplorable des transports publics à Portland à leur frustration commune face aux personnes qui considéraient la surdité comme une tragédie. Amalia traduisait parfois lorsque les signes d'Eleanor étaient trop rapides pour que Vad puisse les suivre. Elle était fière d'être le pont entre sa grand-mère et Vad. Elle est spéciale. Eleanor fit signe à Torin dans la cuisine pendant que Veta et Amalia regardaient un album photo dans le salon. « Ne la laisse pas partir. »« J'essaie, » répondit Torin en langue des signes. « Es-tu amoureux d'elle? » La question interrompit Torin en plein signe. L'était-il? Cela faisait 3 mois depuis ce premier rendez-vous chaotique. 3 mois à apprendre la commande de café préférée de V.A., son processus de conception, la façon dont elle se mordait la lèvre lorsqu'elle se concentrait. 3 mois à la regarder interagir avec Amalia, enseignant à sa fille que le handicap n'était pas quelque chose à plaindre ou à craindre. 3 mois à se sentir plus léger qu'il ne l'avait été depuis la mort de Maria. « Oui, signa-t-il finalement. « Oui, je crois que je le suis. » Eleanor sourit. « Alors dis-lui que la vie est trop courte pour garder ses mots pour toi. » Mais Torin ne le dit pas à Vader. Pas encore, parce qu'il avait quelque chose à faire avant, quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis leur 3e rendez-vous. Début janvier, un vendredi soir, alors qu'Amalia dormait chez Eleanor, Torin emmena Veta au centre de rééducation de Cedar Hills. « Pourquoi sommes-nous ici? » demanda Vader en langue des signes tandis que Torin déverrouillait l'entrée principale avec sa carte magnétique. « Je veux te montrer quelque chose, » répondit-il en langue des signes. Le bâtiment était vide après les heures d'ouverture, leurs pas et les roues du fauteuil roulant résonnant dans les couloirs dont Veta se souvenait clairement. Torin observa son visage tandis qu'il traversait les espaces familiers, la réception, la salle de thérapie principale, les barres parallèles où les patients réapprenaient à marcher. Ces barres parallèles, signa Veta en tendant la main pour les toucher. Ses mains tremblaient légèrement. Je m'en souviens. J'ai passé des heures ici à apprendre à me transférer de ma chaise, à accepter que mon corps était différent, mais qu'il était toujours le mien. Elle se tourna vers Torin, le regard vulnérable dans les faibles lumières du couloir, et je me souviens avoir pleuré dans ce couloir, juste à côté de la fontaine, après qu'Andrew m'ait quitté. Je venais d'avoir 26 ans, je venais de devenir paralysée et sourde, et la personne que j'aimais le plus avait décidé que je ne valais plus la peine. Torin approcha un tabouret à roulettes et s'assit pour être à la hauteur de ses yeux. Il prit les mains de Vader dans les siennes. « Tu sais ce que j'ai pensé quand je t'ai vu pour la première fois dans ce café? Quand j'ai réalisé que Sterling m'avait menti et que tu n'étais pas handicapé du tout, je me suis dit, et c'est reparti. Encore une personne qui va essayer de me réparer, de me prendre en pitié ou de me traiter comme un cas social. J'étais tellement en colère, tellement blessé. Je voulais partir avant que tu ne me rejettes. » Elle fit une pause, rassemblant son courage. Torin resta silencieux, se contentant de lui tenir les mains, la laissant dire ce qu'elle avait besoin de dire. « Mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes maintenant.
3 mois plus tard. Je ne suis pas un projet. Je ne suis pas quelqu'un à sauver. J'ai une vie bien remplie, mon travail de designer, mes amis, mon indépendance. Oui, j'ai besoin d'aménagement et d'équipements adaptés, mais je n'ai pas besoin que quelqu'un me sauve. Elle le regarda droit dans les yeux, sans ciller. Donc, si tu es ici parce que tu as pitié de moi ou parce que tu penses que me guérir guérira d'une manière ou d'une autre, ton propre chagrin, tu dois me le dire maintenant, car je suis en train de tomber amoureuse de toi, Torrin. Et je ne survivrai pas à un autre Andrew. Je ne survivrai pas à une autre personne qui me dit qu'elle m'aime, mais qui ne supporte pas la réalité de qui je suis. Les mots restèrent suspendus entre eux dans le centre de rééducation vide, là où Vad avait appris à survivre et où Torrin avait appris à aider les autres à survivre. Torrin sentit ses propres yeux se remplir de larmes. Il repensa aux 3 derniers mois, à la façon dont il avait commencé à attendre leur rendez-vous avec une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis avant que Maria ne tombe malade. Comment Amalia, qui demandait désormais chaque jour des nouvelles de Vader, avait commencé à essayer de signer des phrases complètes au lieu de simples mots isolés. Comment Eleanor l'avait pris à part et lui avait dit de ne pas laisser cette femme partir. Il repensa à Maria qui s'était battue si fort pour rester, qui lui avait fait promettre à travers ses larmes qu'il ne s'enfermerait pas à jamais. « Tu mérites d'être à nouveau heureux », lui avait-elle murmuré vers la fin, la voix déjà faible. « Promets-moi que tu te laisseras aimer à nouveau. » Et voilà Vader, qui avait affronté des défis inimaginables avec grâce et force, qui ne lui demandait pas de la sauver, mais simplement de la voir vraiment, et de rester quoi qu'il arrive. Torrin lâcha l'une des mains de Vader et commença à signer avec des doigts tremblants. « Je suis ici parce qu'il y a 3 mois, je suis entré dans un café pour ce que je pensais être le rendez-vous galant le plus gênant au monde. Et j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui m'a mis au défi, qui m'a fait rire, qui a appris à ma fille que différent ne signifie pas inférieur. Quelqu'un qui m'a rappelé à l'ordre quand j'ai dit quelque chose de discriminatoire sans réfléchir, qui m'a montré des angles morts dont je ne soupçonnais pas l'existence. » Il fit une pause, s'assurant qu'elle suivait, qu'elle pouvait voir chaque mot dans la pénombre. « Je ne suis pas là pour te réparer. Tu n'es pas brisé. Je ne suis pas là pour remplacer Maria. Personne ne pourrait le faire, et je ne le voudrais pas. Elle était la mère d'Amalia, mon premier amour, et je porterai toujours cela en moi. Mais je suis là parce que quand je suis avec toi, je me souviens de ce que c'est que d'être plus que simplement fatigué. D'être plus qu'un simple père célibataire qui fait son travail, comptant les heures jusqu'à ce que je puisse m'effondrer dans mon lit et recommencer. » Les signes de Torrin sont devenus plus emphatiques, plus passionnés. Lors de notre premier rendez-vous, quand tu pleurais et me disais de partir, c'est à ce moment-là que j'ai su que tu étais authentique, car tu ne jouais pas la comédie pour moi. Tu n'as pas essayé de me mettre à l'aise ou de me présenter une version embellie de toi-même. Tu m'as montré ta douleur, ta colère et ta peur, et d'une manière ou d'une autre, malgré le contexte terrible, les larmes et la pire première impression possible, nous avons tissé un lien. Nous avons vraiment créé un lien. Il lui reprit les 2 mains et les tint doucement. Et moi aussi, je suis en train de tomber amoureux de toi. Pas parce que tu es en fauteuil roulant, pas parce que tu es sourde, pas malgré ces choses non plus. Je suis en train de tomber amoureux de toi à cause de qui tu es. Brillante, drôle, belle, têtue, passionnée et authentique. Tout le paquet, tout ce que tu es, exactement comme tu es. Vada porta ses mains à son visage, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Quand elle leva les yeux, son regard était embué, mais brillant d'une lueur d'espoir. Elle parla alors à voix haute, la voix chargée d'émotion, les mots légèrement indistincts mais sans équivoque. « Promets-moi que c'est réel. » Torrin se leva doucement, l'aidant à se relever, puis la prit dans ses bras. Il la serra contre lui, sentant ses larmes imprégner sa chemise. Puis il s'écarta juste assez pour lui faire signe, de manière à ce qu'elle puisse le voir. « C'est réel. C'est tellement réel. » Vada l'embrassa. Leur premier baiser, 3 mois après cette rencontre chaotique dans un café, fut doux et tendre, avec un goût de larmes, d'espoir et de nouveau départ. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils pleuraient tous les deux, mais ils souriaient aussi. « Je t'aime », dirent-ils. « Est-ce que trop tôt pour dire ça? »
Je t'aime aussi, Torren Senbach. Et non, ce n'est pas trop tôt. Pas quand c'est vrai. Ils restèrent dans ce centre de rééducation vide pendant encore 1 heure, assis dans le couloir où Vad avait autrefois pleuré après l'abandon d'Andrew, où elle avait appris à être forte, où elle s'était reconstruite à partir de zéro. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Cette fois, quelqu'un avait choisi de rester. Au cours des mois suivants, Torren et Vaya ont géré leur relation avec honnêteté et patience. Ils se sont disputés au sujet de l'insistance de Vader à toujours vouloir être indépendante, alors qu'il serait plus facile d'accepter de l'aide, au sujet de la tendance de Torren à en faire trop et à s'épuiser. Ils ont affronté des défis ensemble, des lieux inaccessibles qui les obligeaient à changer leurs plans à la dernière minute, des inconnus qui les fixaient ou faisaient des commentaires irréfléchis, des moments de frustration lorsque le monde n'était pas adapté aux fauteuils roulants ou à la communication des personnes sourdes. Mais ils ont également découvert des joies inattendues. L'intimité des conversations en langue des signes dans des pièces bondées, où ils pouvaient communiquer sans que personne d'autre ne comprenne. La créativité nécessaire pour planifier des aventures accessibles. Trouver des sentiers de randonnée avec des chemins pavés. Choisir des restaurants non seulement pour la nourriture, mais aussi pour leur accessibilité physique. La profondeur de la connexion qui venait du fait de se voir vraiment, de construire quelque chose de réel sur la base d'une communication honnête. Ils avaient rencontré les collègues de Tar au centre de rééducation. Elle avait fait une présentation sur la conception accessible et la représentation du handicap dans les médias. Tar l'avait observée depuis le fond de la salle, alors qu'elle occupait l'espace avec assurance et expertise et avait senti sa poitrine se gonfler de fierté. Amalia avait commencé à appeler Vad par son prénom avec une affection si naturelle que les deux adultes en avaient eu les larmes aux yeux. Eleanor avait enseigné à Veta des signes familiaux, des gestes spéciaux transmis de génération en génération dans la communication des sourds et partagés uniquement avec les personnes qui en faisaient véritablement partie. En avril, ils emmenèrent Amalia à la côte pour les vacances de printemps. Ils construisirent des châteaux de sable, ramassèrent des coquillages, regardèrent le coucher de soleil peindre le ciel de nuances orange et dorées. Amalia s'endormit dans la voiture sur le chemin du retour, épuisée et heureuse. Torren vit Vader regarder l'enfant endormi avec une telle tendresse qu'il sut immédiatement ce qu'il devait faire. Il avait gardé la bague dans sa poche pendant 2 semaines, attendant le bon moment. Il l'avait achetée avec la bénédiction d'Eleanor et l'approbation enthousiaste d'Amalia. Une simple bague en argent avec une petite émeraude, la pierre de naissance de Veta. 9 mois après ce premier rendez-vous chaotique au Metal Art Café, par une chaude soirée d'été en juin, Torren emmena Vadeta au Washington Park. La roseraie était en pleine floraison, l'air était chargé de parfums et la lumière dorée du coucher de soleil approchait. Ils trouvèrent un endroit tranquille, loin des allées principales. Amalia avait voulu venir, avait supplié de participer à ce moment, mais Torren lui avait gentiment expliqué que certaines choses devaient d'abord rester entre adultes. Elle comprendrait quand elle serait plus grande. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» signa Vad en souriant. « Ce n'est pas que je me plains, c'est magnifique. » Les mains de Torren tremblaient lorsqu'il lui répondit par signe. « Parce qu'il y a 9 mois, je suis entré dans un café en m'attendant à un rendez-vous galant embarrassant. Mais je t'ai trouvé à la place. On en a déjà parlé, » signa Veta en riant. « Le pire rendez-vous arrangé de tous les temps. On devrait envoyer une carte de remerciement à Stellan pour son terrible travail de marieur. »« Attends, » signa Torren. Puis il s'agenouilla. Les yeux de Vada s'écarquillèrent. Elle porta les mains à sa bouche. Torren sortit la boîte contenant la bague et l'ouvrit lentement. Puis il se mit à signer, chaque geste étant délibéré et plein d'amour. Il s'était entraîné pendant des semaines avec l'aide d'Amalia, voulant que chaque mot soit parfait. « Va, Brooks, lors de notre premier rendez-vous, tu pleurais. Tu m'as dit de partir. Tu t'attendais à ce que je te trouve pathétique, que je te plaigne ou que je te réconforte. Mais j'ai vu quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de courageux, d'honnête et d'authentique. Il a continué à signer, les larmes aux yeux. Tu m'as appris ce que signifie vraiment voir quelqu'un. Tu as montré à Amalia que la force peut prendre toutes sortes de formes. Tu m'as redonné le sourire. Tu m'as redonné envie d'avenir. Tu m'as rappelé que survivre et vivre sont deux choses différentes. » Il a brandi la bague. « Je ne te demande pas de me compléter. Tu m'as montré que ça ne marche pas comme ça. »
Mais je te demande de construire une vie avec moi, d'être la belle-mère d'Amalia, d'être ma partenaire dans tout le chaos, la joie et les défis qui accompagnent nos vies désordonnées, belles et compliquées. Veux-tu m'épouser? Pendant un long moment, Vad l'a simplement regardé, les larmes coulant sur son visage. Puis ses mains se sont levées, tremblant violemment, et elle a signé un seul mot. Oui. Torrance glissa la bague à son doigt, puis l'attira vers lui pour l'embrasser, un baiser qui avait le goût du sel et de la joie. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux en larmes, tous deux riant, Vader Cooper avait le visage entre les mains. « Je t'aime », dit-elle à voix haute, la voix brisée par l'émotion. « Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi », répondit Torren en langue des signes. Puis, parce qu'il le pouvait, parce qu'elle était à lui maintenant et qu'il était à elle, il le répéta encore et encore. Signant et parlant simultanément, il remplit la roseraie de déclarations d'amour en deux langues. Quand ils l'annoncèrent à Amalia ce soir-là, Torren avait envoyé un SMS à Eleanor pour qu'elle l'amène au parc. La fillette de 7 ans poussa un cri de joie et se jeta sur eux deux, manquant de faire tomber Vad de sa chaise. « Je vais avoir une maman à nouveau », signa Amalia frénétiquement, avec une grammaire approximative mais une émotion évidente. « Une vraie maman? Veta va être ma maman, si cela te convient. » Veta a signé avec précaution. « C'est plus que d'accord. » Amalia l'a serré à nouveau dans ses bras, puis s'est reculée. « Je peux t'appeler maman ou tu préfères que j'utilise ton prénom? Comment les belles-mères aiment-elles être appelées? » Le visage de Veta était à nouveau baigné de larmes. « Ce qui te semble le plus juste, ma chérie. » Il n'y a pas de mauvaise réponse. Amalia a réfléchi un instant, puis a signé avec détermination. « Maman, je veux t'appeler maman. Est-ce que ça te va? »« Plus que ça, » répondit Veta en langue des signes. « C'est parfait. » Eleanor prit Torren à part pendant que Vada et Amalia discutaient avec enthousiasme des préparatifs du mariage. Elle signait si vite qu'aucun des deux ne pouvait suivre. « Ton père serait fier, et Nura aussi. »« C'est bien, Torren. C'est la bonne décision. »« Je sais, » répondit Torren en langue des signes. « Pour la première fois en 3 ans, je sais. » Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, en septembre, dans la même roseraie où Torren avait fait sa demande. C'était une petite cérémonie, en présence uniquement de la famille et des amis proches. Stellan était le témoin, s'excusant encore régulièrement pour son terrible rôle d'entremetteur, même si Torren insistait pour dire que cela avait bien fonctionné. Amalia était la demoiselle d'honneur, dispersant les pétales avec un tel enthousiasme que la moitié d'entre eux finirent dans le public. La cérémonie s'est déroulée en anglais et en langue des signes américaine, avec un interprète pour les invités entendants qui ne connaissaient pas la langue des signes. Lorsque le célébrant a demandé si quelqu'un s'opposait à cette union, Amalia a déclaré haut et fort « Pas question, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. » Les rires qui ont suivi étaient chaleureux et sincères. Lorsque Torren et Vita ont échangé leurs vœux, en les signant l'un à l'autre pendant que l'interprète parlait pour le public, il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Ils ont promis de se voir tels qu'ils sont vraiment, d'honorer les forces et les difficultés de l'autre, de construire une vie basée sur une communication honnête et le respect mutuel. « Je te choisis, Torren », a signé Torren. « Chaque jour, je te choisis. »« Je te choisis aussi », a signé Vita en retour. « Merci d'être resté quand je t'ai demandé de partir. Merci de me voir tel que je suis. » Le baiser qu'ils ont échangé lorsqu'ils ont été déclarés mariés a été accueilli par des applaudissements et des acclamations. Amalia a finalement terminé avec un tel sens du drame que même Vita, en plein milieu de son premier baiser en tant que femme mariée, s'est mise à rire. Lors de la réception, Stellan a porté un toast qui commençait par « Bon, j'ai peut-être légèrement mal géré l'organisation de leur premier rendez-vous et j'ai fini par « Mais regardez-les maintenant. » Parfois, les mauvaises idées ont une belle fin. Eleanor a dansé avec Vita. Les deux femmes l'ont communiqué par signes tout en bougeant, partageant un moment de connexion qui transcendait la fête autour d'elle. Torren a dansé avec Amalia, son sourire si large qu'il semblait fendre son visage. Alors que le soleil se couchait et que les guirlandes lumineuses s'allumaient, Torren a trouvé Vita assise seule un instant, regardant la fête se dérouler. « À quoi penses-tu » a-t-il signé en s'asseyant à côté d'elle. « Ce café » signa Veta. « Il y a quelques mois, j'étais assise dans cette entrée, absolument convaincue que ma vie ne s'améliorerait jamais. Convaincue que je serais toujours seule, convaincue que le mieux que je pouvais espérer était de gérer ma déception.
Elle se tourna pour le regarder. Et puis tu t'es assis. Tu n'es pas parti quand je te l'ai demandé. Tu m'as vu dans le pire état possible, en pleurs, en colère, humilié, et tu as choisi de rester. La meilleure décision que j'ai jamais prise, signa Turin. Moi aussi, répondit Vader, acceptant de recommencer à zéro, nous donnant une vraie chance. Elle lui prit de la main, entrelaçant leurs doigts. Je t'aime, mon mari. Je t'aime, ma femme. Turin signa de sa main libre. Ils restèrent assis ensemble, tandis que la fête continuait autour d'eux, Amalia dansant avec d'autres enfants, Eleanor discutant avec des proches, le monde continuant de tourner. Deux personnes brisées par la perte, qui s'étaient rencontrées au pire moment de leur vie, qui avaient choisi l'honnêteté plutôt que les apparences et qui avaient construit quelque chose de réel sur la base du respect mutuel et d'une profonde compréhension. Si vous croyez aux secondes chances en amour, si vous avez déjà trouvé quelque chose de beau dans les décombres de vos projets, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Construisons une communauté de personnes qui savent que parfois, les meilleures choses de la vie viennent des moments où on s'y attend le moins. L'amour n'est pas une question de première impression parfaite. Il ne s'agit pas de rencontrer quelqu'un sous votre meilleur jour, soigné et préparé. Parfois, il s'agit d'être vu dans les pires moments, en train de pleurer ou à l'entrée d'un café, convaincu que vous n'êtes pas aimable, et d'avoir quelqu'un qui choisit de rester malgré tout. Il s'agit de trouver quelqu'un qui n'a pas besoin que vous soyez réparé ou sauvé. Quelqu'un qui voit votre fauteuil roulant, vos appareils auditifs et vos cicatrices, et qui vous aime non pas malgré eux ou à cause d'eux, mais parce qu'ils font partie de la personne complexe et magnifique que vous êtes. Il s'agit de deux personnes qui se montrent honnêtes, qui apportent tout leur chagrin, leur bagage et leur peur, et qui décident qu'ensemble, c'est mieux que seul. L'histoire de Turin et Vader a commencé par des larmes, de l'humiliation et de la colère, et le genre de vulnérabilité qui ne vient que d'avoir été blessé trop souvent auparavant. Elle a commencé par les tentatives bien intentionnées mais désastreuses de Stellin pour les mettre en couple avec des mensonges, des malentendus et toutes les raisons de s'en aller. Mais ils sont restés. Ils ont choisi l'honnêteté. Ils ont choisi de se voir tels qu'ils étaient vraiment. Et ce faisant, ils ont trouvé quelque chose qu'aucun d'eux ne cherchait, mais dont ils avaient tous deux désespérément besoin. Un partenaire qui comprenait que la force ne consiste pas à être invincible. Elle consiste à se reconstruire et à aider la personne que l'on aime à se reconstruire aussi. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par des larmes. Parfois, elles commencent dans des cafés, avec des rencontres arrangées désastreuses et des premières impressions encore pires. Parfois, elles commencent quand quelqu'un vous regarde, alors que vous êtes au plus bas, et vous dit simplement et honnêtement « Je ne te quitterai pas ». Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, ces histoires se terminent dans des roseraies, avec des bagues, des promesses et la certitude que vous avez trouvé quelqu'un qui vous choisira chaque jour, tel que vous êtes. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, que briser ne signifie pas indigne, que vos cicatrices font partie de votre histoire, mais n'en sont pas la fin. Partagez cette vidéo. Quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui nous rappellent à tous ce qui compte vraiment. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin, tout comme Turin est resté pour Vad.